Le procès de Joseph Kony, le chef de l'armée de résistance du Seigneur, s'ouvre à la CPI après 20 ans. L'homme est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Son procès se tiendra sans lui. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. 5 autres candidatures ont été validées. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Après 20 ans de cavale, la Cour pénale internationale CPI a décidé de tenir des audiences de mise en accusation contre Joseph Kony. Le chef de l'armée de résistance du Seigneur doit répondre de 39 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais ce sera sans lui. C'est devant un box vide que le bureau du procureur devrait requérir la mise en accusation de Joseph Kony. Mardi 9 septembre, la Cour pénale internationale ouvrira 3 jours d'audience pour examiner les charges portées contre le chef de l'armée de résistance du Seigneur. Mardi 9 septembre, la Cour pénale internationale ouvrira 3 jours d'audience pour examiner les charges portées contre le chef de l'armée de résistance du Seigneur, milice créée en 1986 dans le nord du pays pour contrer le régime ougandais de Yoweri Museveni. En cavale depuis déjà 20 ans, le chef de l'armée de résistance du Seigneur doit répondre de 39 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2025 dans le nord de l'Ouganda. La milice formée en grade partie d'enfants enlevés, 60 000 selon l'ONU, aujourd'hui quasiment inactive, signait ces crimes en coupant les lèvres, les oreilles et les membres de ses victimes. Kony doit répondre notamment de meurtres, de viol et d'esclavage sexuel. Les fillettes enlevées sur le chemin de l'école étaient offertes à ses commandants. Joseph Kony, qui aurait aujourd'hui autour de 64 ans, mené sa campagne sur la base des 10 commandements de la Bible. À partir de 2005, après l'échec de négociations de paix, la LRA avait quitté le nord de l'Ouganda et s'était déployée en République démocratique du Congo, puis en Centrafrique. Joseph Kony n'est néanmoins pas accusé des crimes commis dans des deux pays. C'est la première fois que la Cour mène des audiences en l'absence du suspect. Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de publier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. 5 candidatures ont été retenues, tandis que celles de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont été rejetées. Suivons les détails. La liste définitive comprend les noms du président sortant et candidat à un 4e mandat Alassane Ouattara, de Simone Ehivé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo et première dame d'Henriette Lagou, une ancienne ministre qui a déjà candidaté en 2015, de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, qui est porté par le Congrès démocratique, une coalition de 8 partis politiques, et Dahoua Donmelo, militant du PPACI, désavoué par son parti en se présentant comme une candidature de précaution. On note donc la présence de deux femmes pour ce scrutin présidentiel. Chantal Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, a abordé un aspect, la recevabilité de chaque candidature. En tout, il y a là 60 dossiers. Plusieurs dossiers ont été jugés irrécevables car incomplets. Certains candidats ne respectent pas l'âge minimum fixé à 35 ans et ont donc été écartés. Le Conseil constitutionnel a également rejeté les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Cette institution a jugé leur dossier irrécevable car il faut avoir la qualité d'électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale, a affirmé Chantal Camara, la présidente de cette institution. En effet, Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale de 2020 suite à une condamnation par la justice ivoirienne. À cela s'ajoute le déficit de quelques 2000 parrainages dans son dossier. De son côté, Tidjane Thiam a été radié en juin 2025 suite à des questions administratives, une décision de justice qui estimait qu'il n'était plus ivoirien au moment de son enrôlement. Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les motions déposées par ces deux partis. À ce stade, plus aucun retour n'est possible pour eux. En définitive, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPACI, se retrouvent sans candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Il avait déjà jusqu'à là écarté l'option d'un plan B. Les personnalités qui ont affiché leur ambition au sein de ces partis ont été retenues. Jean-Louis Billon
et Daoua Don Melo. Ces derniers se présentent comme une candidature de précaution pour, dit-il, éviter que son parti, les PPACI, ne soit les grands absents de la compétition. À peine sortis du bois, ces des responsables politiques ont été désavoués par leur parti qui les ont déçus de leurs fonctions. Comme en 2020, plusieurs dossiers ont été recalés en raison de défaillances dans le parrainage. Le Conseil constitutionnel a rejeté des fiches qui comportaient des erreurs sur l'identification des électeurs ou bien des cas de doublons. Au Kenya, les autopsies des dépouilles de Kwa Binzaro démarrent cette semaine. 34 corps ont été découverts en août 2025 dans ce village de la province de Kilifi sur la côte. La police soupçonne qu'il s'agisse de victimes d'une nouvelle secte. Les fidèles suivaient les directives d'une prêtresse. 2 ans plus tôt, à quelques kilomètres de Kwa Binzaro, près de 450 corps avaient été découverts dans la forêt de Shekeola, des victimes du pasteur Paul Mackenzie qui prêchait en Jean absolu pour rejoindre Jésus. Et cette fois, c'est l'inspecteur général de la police en personne qui a révélé le nom de celle qu'il surnomme le cerveau de Kwa Binzaro. Charline Temba, 30 ans, fait partie des 11 suspects arrêtés mi-août. La police la présente comme une sorte de prêtresse. Plusieurs éléments indiquent son rôle dans l'organisation du culte. D'abord, Charline Temba était propriétaire dans l'eau dans le village de Kwa Binzaro. Selon des sources policières, elle y a fait construire une maison en banco composée de 3 pièces, à savoir 2 salles de prière et une salle dite de préparation. C'est là, sur des bâches en PVC, que les fidèles se laissaient mourir de faim. Les dépouilles étaient ensuite roulées dans des bâches et enterrées. Charline Temba louait également des maisons à Malindi, chef-lieu du comité de Kilifi. Les fidèles recrutés dans tout le pays transitaient dans ces demeures avant d'être renvoyés à moto à Kwa Binzaro. La police enquête sur des possibles liens entre Charline Temba et le pasteur Paul Mackenzie, aujourd'hui en détention. Un survivant affirme qu'elle pouvait le joindre par téléphone, explique Mathias Chiptepa de l'ONG Haki Africa qui observe l'enquête. Ce sont des confessions de certains des 11 suspects arrêtés depuis mi-août qui poussent la police à étendre le périmètre de ses recherches. L'Assemblée nationale n'a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou ce lundi 8 septembre avec 364 voix contre et 194 voix pour. Le Premier ministre est donc contraint de démissionner. Le président Emmanuel Macron a pris acte de la décision de l'Assemblée nationale. Les députés ont renversé François Bayrou en lui refusant la confiance à une nette majorité. 364 contre, 194 pour. François Bayrou, premier chef du gouvernement de la Ve République, a été renversé lors d'un vote de confiance, présentera sa démission au président Emmanuel Macron ce mardi matin, selon l'un de ses proches. Le premier ministre François Bayrou s'est exprimé pendant environ 45 minutes, engageant la responsabilité de son gouvernement sur un ton sombre et alarmiste dans un hémicycle alertant entre calme et moment d'agitation. Cette preuve de vérité comme chef du gouvernement avec l'assentiment du président de la République, je l'ai voulu, a-t-il déclaré. Lors d'une conférence de presse lundi 25 août, le Premier ministre avait annoncé qu'il engagerait ce lundi 8 septembre la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire pour trancher la question centrale de la maîtrise des finances et valider le principe de son plan d'économie budgétaire. Au micro de RFI, le député Lio Harold Huillard appelle à un gouvernement d'union républicaine rassemblant des personnalités de gauche mais aussi de droite. Il y a très simplement 2 solutions, soit perpétuer des solutions minoritaires mais qui sont de toute façon condamnées d'avance, surtout dans un contexte d'exaspération des oppositions. Et puis, il y a une solution qui est simplement de se donner les moyens de discuter vraiment, franchement et largement, et commencer par discuter sur un programme de redressement avant de former un gouvernement et d'aller au vote de confiance, soutient le député. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé ce lundi 8 septembre la mort d'au moins 6 personnes dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. Le dernier bilan ferait également état d'une vingtaine de blessés. Le groupe palestinien Hamas, contre lequel Israël mène une guerre meurtrière à Gaza, a salué l'attaque. Selon la police, les assaillants ont été neutralisés.
L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramoth, un quartier ultra-orthodoxe israélien situé dans le secteur de la ville sainte occupée et annexée par Israël, où les assaillants ont tiré sur une station d'autobus, selon la police. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a annoncé la mort de 6 personnes et a précisé que les assaillants étaient des Palestiniens de Cisjordanie. L'attaque aurait également fait une quinzaine de blessés, selon un dernier bilan des autorités. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière à Jérusalem depuis janvier 2023, rapporte RFI. Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de 4 personnes, un homme d'environ 50 ans et 3 hommes dans la trentaine, avait indiqué dans un premier temps le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. L'organisation précise également qu'au moins 9 personnes ont été blessées, dont 6 grièvement. 2 autobus bondés ont été pris pour cible par 2 assaillants armés, notamment d'un pistolet mitrailleur de type Carlo, une reproduction de fabrication artisanale du Carl Gustav M45. Les 2 hommes ont été abattus par un militaire et des passants qui étaient armés. Selon la police, ils étaient tous originaires de Cisjordanie. Un agent de sécurité et un civil ont immédiatement réagi, ont riposté et neutralisé les assaillants, indique un communiqué de la police précisant que leurs décès ont été confirmés. L'armée israélienne a affirmé que ses forces étaient à la recherche de suspects dans la zone de l'attaque et avaient encerclé des villages palestiniens dans la région de Ramallah en Cisjordanie occupée. Le chef de la diplomatie allemande a dénoncé l'attaque, condamnant un lâche attentat terroriste. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.